Et tout de suite, je passe la parole à Michel Lusseau, qui est bien évidemment directeur de l'IFE, président du Conseil supérieur des programmes, et qui, je dirais, s'exprimera surtout ici en tant que co-organisateur pour l'IFE des conférences de consensus avec le CNESCO. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais intervenir au nom de Nathalie Mons, la présidente du CNESCO, qui ne pouvait pas se joindre à nous pour ces 2 jours, et au nom de l'IFE, puisque le CNESCO et l'IFE sont associés depuis maintenant quelques temps pour notamment l'organisation de conférences de consensus consacrées à des sujets qui nous paraissent des sujets importants. Sujets sur lesquels nous estimons devoir faire collectivement le point de la recherche, mais aussi le point de toutes les questions qui traversent les professions de l'éducation, parce que la recherche en éducation ne peut pas être déliée des questions professionnelles, parce que la recherche en éducation, quel que soit son registre, à un moment ou à un autre, est convoquée par les professions de l'éducation pour apporter des réponses aux questions pratiques que ces professionnels se posent. Et c'est bien normal, c'est bien légitime, et sans doute encore plus dans un pays comme la France, qui a la passion de l'école, à défaut peut-être d'avoir la passion de l'éducation, qui a la passion de l'école et qui considère que l'école de la République est au centre du pacte social et des politiques publiques. Donc il est normal, logique, compréhensible, justifié que la recherche en éducation possède ce lien avec les professions, l'ensemble de ceux qui concourent à la bonne marche de l'école, et que ce lien soit aussi mis en exergue dans les conférences de consensus, à travers les conférences de consensus, et à travers notamment la façon dont nous constituons les jurys. Et je veux ici remercier les membres du jury et le président du jury, Jean-Émile Gombert, de leur implication d'ores et déjà manifeste à travers les journées de formation que ces membres ont tenues. Ce jury, il est fondamental dans cette conférence, comme dans toutes les autres, parce que ce jury, il exprime justement cette volonté de faire en sorte que les professionnels, les acteurs de terrain, rencontrent ce que la recherche produit et les chercheurs, et fassent de cette rencontre la matière même de leurs recommandations. Et dans une conférence de consensus, ce qui contribue à sa réussite ou à son échec, c'est moins la seule qualité de l'expertise scientifique, parce que lorsqu'on sait un peu travailler un champ scientifique, il est assez simple pour des universitaires de repérer les bons experts sur les bons sujets, et le programme de cette conférence ne va pas vous décevoir. Vous allez avoir les bons experts sur les bons sujets, et là je tiens à remercier en particulier Olivier De Zutter, notre collègue de l'université de Sherbrooke, qui nous a aidés en tant que président de cette conférence pour faire en sorte que les intervenants soient véritablement les plus pertinents par rapport aux questions qui nous occupent. Donc ce n'est pas forcément cela qui est absolument décisif, parce que évidemment avoir de bons experts scientifiques c'est nécessaire. Mais s'il n'y a que de bons experts scientifiques, ça ne s'appelle pas une conférence de consensus, ça s'appelle un colloque, ou un séminaire, ou un congrès. Donc ce qui est tout à fait décisif dans une conférence de consensus, c'est de faire en sorte que cette parole des experts, à partir de la documentation du sujet, rencontre un auditoire, vous ici, chers amis, qui représentez la variété de ceux qui sont intéressés aux questions de l'éducation. Et j'espère bien que vous allez pouvoir vous exprimer autant que possible, en saluant évidemment aussi nos 250 personnes qui suivent aujourd'hui, pour l'instant en streaming, qui, je l'espère, ne va pas dysfonctionner techniquement, suivent aujourd'hui en streaming cette conférence de consensus, et j'espère qu'ils seront chaque minute un peu plus nombreux à suivre en streaming cette conférence. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous exprimer. Et puis la deuxième rencontre, c'est la rencontre avec le jury, qui lui aussi, cette fois-ci, a une fonction de représentation. J'allais presque dire de la société civile, en m'enflammant un peu, c'est mon caractère, mais de représentation de ceux qui sont
si l'on reprend l'expression qui vient de l'origine des conférences de consensus, c'est-à-dire le monde anglophone, le jury représente les parties prenantes de la question. Et ces parties prenantes, c'est à elles de se prononcer sur ce qui est entendu, de métamorphiser en quelque sorte le matériau même de ce qui a été entendu pour le transformer en recommandation. C'est ça l'originalité de la conférence de consensus, c'est pour ça que le CNESCO et l'IFE y tiennent, c'est pour ça aussi que cela prend du temps à préparer, que c'est très exigeant pour chacun, à la fois pour le président de la conférence, pour toute l'équipe du CNESCO et de l'IFE qui prépare cette conférence, notamment en préparant les documents qui permettent à chacun de se faire une idée de l'état de l'art. Et là, je remercie évidemment Olivier Ray et l'ensemble de la veille et de l'analyse de l'IFE qui produit un très gros travail de préparation des documents. Et puis un gros travail du jury et un gros travail du public, qui est nécessaire à ce que la conférence réussisse et sans laquelle cette conférence n'aurait pas de sens, nous en sommes persuadés à l'IFE et au CNESCO. Ensuite, cette conférence va faire comme toutes les autres des recommandations. Le jury, à partir de son travail préparatoire, de son écoute, des questions qui vont être posées, va recommander un certain nombre de choses. Alors, 2 ou 3 remarques au sujet des recommandations. D'abord, ne confondons pas les rôles. Ni l'IFE ni le CNESCO n'ont la charge des politiques publiques d'éducation en France. Ça se saurait, peut-être est-ce dommage, mais en tout cas, nous n'en avons pas la charge. Donc ces recommandations doivent être bien pensées comme telles. Le jury doit, en son âme et conscience, à partir de ce qui a été entendu, suggérer des pistes de réflexion et d'action. La puissance publique en fera ce qu'elle voudra en faire. Donc, lorsqu'on me pose parfois la question « mais telle ou telle conférence de consensus a-t-elle eu vraiment un effet ?» Mais je réponds, mais à la limite, peu me chaud, ça n'est pas mon problème. Je ne suis pas le garant des politiques publiques en tant qu'organisateur, co-organisateur de cette conférence. La seule chose à laquelle le CNESCO et l'IFE s'engagent, c'est que cette conférence soit de qualité, que le jury puisse siéger et qu'il puisse faire des recommandations. Ensuite, aux responsables des politiques publiques d'assumer leur choix ou leur non-choix. Et le fait que des recommandations ne soient pas suivies d'effets ne suffit pas à disqualifier le principe de la conférence de consensus. Ça pose peut-être des questions de politique publique, mais c'est un autre débat. Donc voilà, je m'adresse avec bienveillance au jury pour dire qu'il ne faut pas que cette interrogation sur les effets supposés vous paralyse ou vous fasse peur. Recommandez ce que vous souhaitez recommander sans trop vous soucier du reste. Deuxième remarque, les bonnes recommandations, et pardonnez-moi d'utiliser aussi un peu la casquette d'ancien président d'université et de président du Conseil supérieur des programmes, les bonnes recommandations ne sont pas forcément les recommandations les plus héroïques et les recommandations les plus spectaculaires, notamment en matière d'éducation. Gardons-nous de l'idée qu'il existerait une martingale, de l'idée qu'il existerait une recette miracle, de l'idée qu'il suffirait de recommander et de proclamer tel ou tel résultat de la science pour que tout soit réglé, et qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton pour que l'ensemble des pratiques des acteurs du système éducatif changent. En France, tout particulièrement, peut-être les recommandations les plus modestes ont quelques chances d'être les plus efficaces. Les recommandations qui renvoient le plus à la réflexion sur la mise en œuvre pratique, au jour le jour, en routine, d'un certain nombre d'éléments qui peuvent apparaître simples, mais qui sont en fait tout à fait décisifs. Nous l'avons vu pour le redoublement, nous l'avons vu pour la numération, et je ne doute pas que nous le constaterons pour la question de la lecture, de la compréhension et des apprentissages. Dernière remarque, et ensuite je vous laisse travailler. On me pose souvent la question ces jours-ci, mais quelle est la nouveauté de cette conférence par rapport à la conférence qui a eu lieu en 2003 ?
Je réponds deux choses, j'espère que vous partagerez ce point de vue, autrement, tant pis, j'aurais fait de mauvaises réponses. D'abord, depuis 2003, des recherches ont été faites, de nouvelles recherches ont été menées, de nouvelles préoccupations sont apparues. Peut-être aussi de nouvelles préoccupations concernant le rôle de la lecture, non seulement dans la réussite scolaire, mais le rôle de la lecture dans la réussite du projet biographique de l'individu après même son parcours scolaire. Si je puis dire, le rapport à la lecture est devenu quelque chose de tout à fait décisif dans une perspective de formation tout au long de la vie, et plus simplement dans une perspective de réussite de la scolarité. Dans des sociétés où les déficits en littératie deviennent de plus en plus difficiles à affronter lorsqu'on est adulte, compte tenu de ce que sont devenues les sociétés et de ce qu'est devenue l'intégration dans la société par le travail. C'est peut-être un élément de nouveauté sur lequel il faut réfléchir. Et puis peut-être un deuxième élément de nouveauté, c'est le fait que cette conférence n'est pas une conférence lecture, mais elle s'appelle « Lire, comprendre, apprendre ». Et c'est intentionnel. Ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est la relation entre ces trois termes. Et je suis en particulier très attentif à cette question de la compréhension. En tant que président du Conseil supérieur des programmes, nous avons souvent discuté avec mes collègues et avec les groupes de travail sur cette problématique de la compréhension et sur la nécessité de placer la compréhension au centre des préoccupations de toutes les parties prenantes. Et c'est peut-être là aussi un élément qui va, à mon sens, structurer vos débats. En tout cas, je ne doute pas que ces 2 jours seront très, très riches. Merci d'être présents. N'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à discuter dans les couloirs, à faire état de vos remarques, à tweeter, à podcaster, à commenter sur Facebook, à écrire des courriers aux journaux, à intervenir dans vos établissements, bref, à faire en sorte que nous puissions en France aborder des sujets chauds comme ce sujet de la lecture en toute sérénité, parce que la sérénité est nécessaire pour instruire les dossiers et pour pouvoir ensuite faire des choix éclairés de politique publique. Pardonnez-moi cette naïveté héritée du siècle des Lumières, mais une naïveté à laquelle j'ai la faiblesse de tenir. Merci à vous et bon courage.